Explosion des recettes au niveau des régies financières pour le mois d'avril 2018. La Direction générale des impôts vient d'écréver les plafonds des assignations mensuelles fixés à 379 milliards de francs en réalisant, grâce à l'échéance fiscale du 30 avril, tenez-vous bien, plus de 602 milliards de francs congolais, équivalent plus de 350 millions de dollars américains cash. Même son des cloches à la DGRAD, où la cadette des régies financières vient de créver elle aussi les assignations mensuelles d'avril 2018, fixées à 70 milliards de nos francs, en réalisant plus de 92 milliards de francs congolais. Quant à la DGD, à la fille aînée des régies financières, elle vient de mobiliser plus de 135 milliards de francs congolais au mois d'avril 2018, représentant plus de 90% des assignations mensuelles, et ce, en dépit des exonérations de la TVA et des droits des douanes dont bénéficient à l'importation comme à l'exportation les sociétés minières et pétrolières en République démocratique du Congo. Il va sans dire que le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, est à féliciter pour toutes ses performances réalisées sous son leadership par les 3 régies financières. Les détails sur toutes ces informations et bien d'autres vous seront donnés tout de suite dans cette émission Fiscalité et Développement qui vous est présentée par Didi Mavambo Nombolo Pepe. Installez-vous confortablement pour suivre la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Bonne évasion. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en RDC. Les réformes engagées au sein des régies financières congolaises par le gouvernement central sont en train de produire des résultats escomptés, comme vous venez de l'entendre dans les sommaires, grâce à l'échéance fiscale du 30 avril, la plus importante de l'administration fiscale congolaise. Cette régie financière vient de mobiliser provisoirement plus de 602 milliards de francs congolais, soit plus de 350 millions de dollars américains sur les assignations mensuelles de 379 milliards de nos francs. Qu'est-ce qui s'est passé pour atteindre ce résultat? Explication, Priska Sekana Kinzonzi. D'après la haute direction de la DGI, dirigée de main de maître par Célia Lagouli et ses 2 adjoints, Ngoyav et Lili Mouvova, les contribuables ont pris à cœur cette échéance fiscale et se sont acquittés de leurs obligations dans le différent ressort, avec une réalisation de recettes provisoires de 602 milliards de francs congolais sur 379 milliards de francs congolais de prévision, soit un excédent de 223 milliards de francs congolais. 4 raisons expliquent cette explosion de recettes, notamment les meilleurs encadrements de l'échéance, une communication permanente avec le service, un échange direct et soutenu avec les contribuables et enfin la montée en puissance de la TVA suite aux mesures fiscales contenues dans la loi de finances 2018. Pour les opérateurs économiques qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations dans le délai échu, l'administration fiscale congolaise promet des pénalités conformément aux dispositions légales en la matière. Ils seront d'abord relancés, puis s'ils ne réagissent pas, ils vont être taxés d'office. Pour cette échéance fiscale, 3 catégories de contribuables étaient concernées par l'acquittement de l'impôt sur le bénéfice et profit. Il s'agit de grandes, moyennes et petites entreprises. Quant aux chiffres définitifs de cette réalisation, ils seront communiqués après les nivellements de la Banque centrale du Congo. Notons que ces performances sont réalisées suite aux orientations données aux régies financières par le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, et surtout le suivi qu'il en a assuré. C'est justement ces performances qui lui ont valu à lui et à l'ensemble du gouvernement central les félicitations des institutions de Bretton Woods. Celle-ci apprécie à juste titre les efforts de Kinshasa pour la stabilisation du cadre macroéconomique RD congolais. Cette reconnaissance a été exprimée lors des assemblées annuelles du printemps tenues dernièrement à Washington aux États-Unis. Des assises auxquelles a participé activement le ministre Henri-Yves Moulang. Même son de cloche à la DGRAD où la cadette des régies financières vient aussi de crever le plafond des assignations mensuelles d'avril fixé à 70 milliards de francs congolais en réalisant, tenez-vous bien, 92 milliards de nos francs et c'est
en dépit du fait que le cadastre minier Camille a déjà récupéré certains actes générateurs qui relevaient de la DGRAD. Ce résultat est le fruit des efforts intérieurs qu'exerce le comité Magui Sambi et l'ensemble du personnel de la DGRAD qui a activé d'autres actes générateurs qui n'étaient pas activés jusque-là. Les experts informatiques de la DGRAD viennent de mettre sur pied un logiciel très puissant qui retrace en temps réel les notes de perception ordonnancées ici et là à travers un réseau informatique interconnecté qui vient d'être installé à la direction générale, qui est en train d'être installé à la direction urbaine de Kinshasa et serait déployé très prochainement sur l'ensemble du territoire national. L'homme, agent de la DGRAD, étant au cœur de la stratégie de la haute direction de cette régie financière, ces conditions de vie et surtout de travail sont une priorité. Voilà pourquoi, outre le matériel informatique des motos, des véhicules qui sont déjà déployés sur le terrain, la DGRAD vient d'acquérir 11 Jeep 4x4 qui lui seront livrés bientôt par la CFAO pour lui permettre d'accroître ses capacités de mobilisation des recettes. En ce qui concerne la DGDA, retenez que cette régie financière fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, malgré qu'elle est amputée de recettes exonérées de la TVA et des droits de douane à l'importation et à l'exportation au bénéfice des miniers et des pétroliers, malgré la grève des agents de la SCPT à Matadi et à Boma, l'insécurité à Beni et à Butembo et ainsi qu'en Ituri, cette régie financière qui mobilise près de 40% de recettes budgétaires chaque année vient de réaliser en avril 2018 135 milliards de non-francs de recettes douanières, représentant ainsi 90% des assignations mensuelles. Les experts de cette régie financière viennent de terminer la rédaction des mesures d'application du Code des accises. Il va sans dire qu'avec cet instrument du travail, les recettes de produits d'accises vont exploser sensiblement dans la mesure où les bases de données informatiques de 3 régies financières sont interconnectées. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Un communiqué très important émanant de l'administration fiscale congolaise, la Direction générale des impôts DGI informe l'opinion de l'existence d'un compte Facebook pirate créé par des imposteurs sous le nom de José Sele Yalagouli. Elle dénonce cet acte et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs. Elle invite par ailleurs l'opinion à n'accorder aucun crédit à son contenu et à se réserver de tout contact au risque de se faire arnaquer. Pour des raisons de communication, seules les pages Facebook suivantes contiennent des informations qui engagent son directeur général, en l'occurrence les pages Sele Yalagouli et DGI RDC. Pour le directeur général en mission, Ngoï Nzam, directeur général adjoint. Et puis la Direction générale de douanes et accises DGDA contribue à elle seule à hauteur de 40% au budget de l'État. De ces faits, la mobilisation des recettes douanières de façon maximale s'avère être très indispensable pour qu'on arrive à atteindre des résultats concluants. Il faut des hommes et des femmes non seulement compétents, mais aussi et surtout pourvus de beaucoup de valeurs. Parmi ces hommes ou femmes, il y a les receveurs principaux. Qui sont-ils et quelles sont leurs attributions au sein de l'administration douanière? Écoutez les explications de Priska Sekana Kinzonzi dans cet élément préparé par Michel Wangi Lokwa. Le code de douane promulgué par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le 20 août 2010, donne d'énormes pouvoirs aux receveurs de chaque bureau de douane. D'abord, les receveurs ont le pouvoir de suivi de toutes les déclarations. L'article 136 stipule « Le droit et taxes sont liquidés par les receveurs du bureau de douane ». Les receveurs doivent communiquer immédiatement aux déclarants les montants de droits et taxes liquidés.
L'article 137 plus explicite stipule que le droit et taxes liquidés par les receveurs sont payables au comptant avant l'enlèvement de marchandises. Ensuite, c'est les receveurs qui autorisent la sortie de marchandises. L'article 138 du Code de douane actuellement en vigueur stipule « La main levée est accordée par les receveurs du bureau de douane ». Pour le marchandise déclaré, dès que la douane en a terminé la vérification, les receveurs doivent s'assurer qu'aucune infraction n'ait été relevée, que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués, que le droit et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payées. C'est en ces titres que le receveur a la responsabilité pécuniaire de la marchandise. Enfin, le receveur a aussi le pouvoir de réprimer toute tentative de fraude en sa qualité d'OPJ. L'article 356, les agents revêtus au moins du grade de l'attaché de bureau de première classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation douanière. Les receveurs principaux ayant un grade plus élevé que l'attaché de bureau de première classe est obligé, au regard de la loi, de constater les infractions douanières. En conclusion, les receveurs principaux au regard du code douanier a le pouvoir de liquider les déclarations, de signer de bons de sortie de marchandises et de réprimer le fraude douanière. Messieurs et madame les receveurs, vous n'avez aucune excuse possible pour mieux faire votre travail étant donné que la loi vous donne le pouvoir. Toute excuse signifie manquement grave. Manquement, c'est synonyme de sanction à votre charge. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, vous avez donc compris les différentes attributions dévolues au receveur principal. Lutter contre la fraude douanière, contre les antivaleurs, contre la contrebande, protéger les espèces menacées d'extinction et faciliter les échanges commerciaux, ce sont là les grandes missions allouées à la douane congolaise qui se meut au service de la facilitation des échanges, comme vous allez vous en rendre compte dans cet extrait du documentaire que nous allons vous proposer. Regardez. Après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la douane a fonctionné d'abord sous forme de direction de douanes et accises au sein du ministère des Finances. 19 ans après l'indépendance du pays, intervient la première réforme douanière. Le 15 mai 1979, l'Office de douanes et accises OFIDA voit le jour sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec comme objectif renforcer l'efficacité de l'administration douanière. Il a fallu attendre 30 ans après la création de l'OFIDA pour voir le gouvernement central engager de nouvelles réformes au sein des entreprises publiques, transformant ainsi l'Office de douanes et accises en service public sous sa forme actuelle de Direction générale de douanes et accises DGDA, dépourvu de personnalité juridique mais doté d'une autonomie administrative et financière. Nous sommes le 3 décembre 2009 lorsque cette grande réforme voit le jour. Plusieurs missions sont assignées à l'administration douanière congolaise, parmi lesquelles la mobilisation des recettes, la surveillance des frontières nationales, la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et les trafics des espèces protégées. La douane congolaise dans sa configuration actuelle est composée d'un directeur général, de 2 directeurs généraux adjoints, de 16 directions centrales, de 12 directions provinciales et de 5 représentations à l'étranger. Ces représentations opérationnelles sont installées notamment au siège de l'OMD à Bruxelles en Belgique, au bureau régional des liaisons et des renseignements à Douala au Cameroun, à Mombasa au Kenya, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Kampala en Ouganda. Avec un effectif total de 6002 cadres et agents, dont 1423 femmes, représentant 23,71% de son personnel global, la DGDA se conforme ainsi à la résolution 1325 des Nations Unies sur le genre. La douane congolaise dispose d'un plan stratégique comprenant une vision, des valeurs, une devise et des objectifs.
La finalité de cette vision est d'avoir in fine une administration douanière moderne, efficiente et efficace, orientée vers des objectifs spécifiques, reposant sur 4 axes prioritaires, à savoir l'amélioration du niveau des recettes douanières, la promotion du civisme fiscal et de l'éthique professionnelle, l'amélioration du climat des affaires et des investissements sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la fraude et la corruption, et enfin, le renforcement des capacités de la DGDA. Exécutant son plan stratégique, la douane de la RDC a mené quelques actions phares, parmi lesquelles la réforme du cadre juridique ayant abouti à la promulgation par le chef de l'État d'un code de douane aligné sur la convention de Kyoto révisée et d'un nouveau tarif douanier aligné sur la version 2012 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Autres actions à impact visible, la conception d'un logiciel de gestion électronique du contentieux, dit GELEC, et les dispositifs d'acceptation centralisée d'évaluation douane des marchandises importées couplés à la gestion des risques. Dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières, du renforcement de la sécurité et de la facilitation des échanges, des actions importantes ont été menées par le gouvernement et l'administration douanière. Sur le plan juridique, la publication du décret limitant à 4 les services habilités à œuvrer aux frontières. Il s'agit de la douane, du service de contrôle, de l'administration des migrations et de l'hygiène aux frontières. À cela, il faut ajouter la mise en place d'un ordre opérationnel qui définit un cadre de travail et de concertation entre les différents services intervenant aux frontières. À ce titre, la douane préside le comité de coordination des frontières terrestres, tandis que la régie des voies aériennes supervise le comité des frontières aériennes. En ce qui concerne les frontières fluviales et lacustres, c'est la société commerciale des transports et ports ex-ONATRA qui pilote les comités. En province, ce sont les gouverneurs qui supervisent ces comités. Sur le même registre de la gestion coordonnée des frontières et du renforcement de la sécurité, la DGDA a signé des protocoles d'accord avec la police nationale congolaise, la Direction générale des migrations et l'Office congolais des contrôles. Dans le même ordre d'idées, 12 accords d'assistance mutuelle administrative et de coopération douanière ont été signés avec les administrations douanières de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Kenya, du Zimbabwe et de tous les pays frontaliers de la RDC. Après les accords d'assistance mutuelle, un protocole d'accord a été signé entre la DGDA et la Tanzania Revenue Authority portant sur des procédures harmonisées applicables au territoire douanier unique entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Les procédures mises en place dans ces cadres permettent l'accomplissement de toutes les formalités douanières en RDC avant que les marchandises ne quittent le territoire national tanzanien pour la République démocratique du Congo. Ces dispositifs techniques ont pour avantage notamment de faciliter les échanges et de se prémunir contre le risque de détournement de marchandises en cours de transit. Ces dispositifs de territoire douanier unique pourra être étendu à d'autres pays. Toujours dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières, on peut signaler sur le plan des infrastructures la construction des immeubles abritant tous les services opérant aux frontières comme à Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie et à Ruzizi 2 à la frontière avec le Rwanda. L'installation des guichets uniques fonctionna dans 39 bureaux de douane avec les logiciels Sidonia++ et Sidonia World, des logiciels qui gèrent plus de 90% des transactions commerciales aux frontières. Sous le leadership du gouvernement central et de la haute direction de douane, de nombreux projets sont en cours d'exécution. Il s'agit notamment du système de facilitation du commerce virtuel du COMESA, comportant un module électronique des cargaisons en transit, permettant une gestion efficace et transparente des marchandises en transit le long des corridors
dans le but de prévenir et de lutter contre les détournements de marchandises en cours de transit. Quittons les régies financières pour le Fonds de promotion de l'industrie FPI qui a organisé au mois d'avril dernier un atelier sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin et accompagnement de jeunes entrepreneurs. Les patrons d'entreprises venus de Kinshasa et de l'intérieur du pays, voire de l'étranger, ont réfléchi durant 2 jours sur la nouvelle vision de financement de projets par le Fonds de promotion de l'industrie au profit de jeunes entrepreneurs. Plusieurs recommandations ont été formulées dans le sens d'aider les jeunes initiateurs de projets industriels à réaliser leurs rêves avec comme finalité la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Retour sur ces assises avec Michel Wangilokwa. Les responsables du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont réfléchi sur la problématique de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais à l'émergence et à la création d'une classe moyenne congolaise. Cette réflexion a abouti à la mise en place d'une politique de financement des projets qui s'inscrivent dans une approche de chaîne de valeur qui vont à terme favoriser la création d'emplois stables. Ces documents ayant été validés en interne, c'est au tour du monde extérieur de s'en approprier pour mieux mûrir la réflexion. D'où la tenue de cet atelier auquel jeunes entrepreneurs et experts ont pris part. Le directeur général du FPI, Patrice Kiteb-Kibonvoul, circonscrit l'objet de la tenue de ces assises. Cet atelier a pour objectif, premièrement, de présenter les résultats de l'étude pour les incubateurs que nous avons l'intention de monter ici à Kinshasa, un deuxième à Goma qui va couvrir le nord Kivu et le sud Kivu. Deuxièmement, valider la stratégie qui a été préconisée dans ce cadre-là en essayant d'obtenir les réflexions de toutes les parties prenantes pour que la stratégie soit au mieux conforme aux attentes donc, de la classe des jeunes entrepreneurs, d'une part. Mais aussi, nous avons dans notre stratégie triennale 2018-2020 un objectif à atteindre en matière d'entrepreneuriat féminin. Nous souhaitons qu'au minimum 15% des ressources que nous allons financer, des projets que nous allons financer, proviennent de l'entrepreneuriat féminin, au moins. C'est comme ça que nous associons ici à la fois toutes les parties prenantes, y compris les partenaires techniques et financiers qui travaillent en soutien avec les jeunes, en soutien avec les femmes. Peu après l'ouverture officielle des travaux, des panels ont été constitués pour mieux accompagner l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes, assortis des recommandations pour un suivi sans faille des projets financés. Dans son allocution de clôture, Patrice Kiteb-Kibonvoul a réitéré le soutien de son institution aux projets innovants pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Le FPI s'engage non seulement à prendre en compte dans sa stratégie de soutien à l'entrepreneuriat des femmes et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs toutes les recommandations et propositions issues de cet atelier, mais aussi à mettre en musique cette stratégie. Car une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve, et une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu, mais une vision suivie d'action peut changer le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela qui le disait. Le représentant du ministre de l'Industrie empêché a mis levé de voir le FPI devenir véritablement le catalyseur de l'industrie congolaise en intégrant les recommandations issues de cet atelier. Le FPI est résolument engagé à soutenir les startups en mettant en place des incubateurs de projets. C'est ce qui nous a d'ailleurs motivés à vous expliquer dernièrement ce mot dans le cadre de notre rubrique mot économique du jour. C'est encore dans cette suite logique que Jean-Louis Miasekwa Maloubaki a pensé vous expliquer aujourd'hui le mot incubateur. Suivez. Un incubateur est une structure d'accompagnement pour la création d'une entreprise pendant un moment bien déterminé. Il a pour but de transformer une idée novatrice en une entreprise plus performante. L'incubateur doit donc suivre l'entreprise innovante dans tout ce qu'elle réalise afin de lui permettre de se développer. Selon les différents types d'incubateurs dans les pays qui les promeuvent, on distingue les incubateurs publics ou liés à la recherche publique avec des financements de l'État, des incubateurs privés, les incubateurs rattachés aux grandes écoles et aux universités, les incubateurs au sein de grandes entreprises. Dans l'Union européenne, il y a les centres européens d'entreprise et d'innovation appuyés par la Commission européenne. L'intérêt des startups, des jeunes ou nouvelles entreprises est que
Les incubateurs leur proposent un ensemble de services pour évoluer dans des conditions optimales. Il s'agit d'un hébergement ou de locaux, des conseils juridiques et financiers, d'analyse du business model, de recherche de financement, de parcours de formation à destination des créateurs, un accès privilégié au laboratoire d'un établissement de recherche et d'enseignement supérieur, ainsi qu'un réseau de contacts. Certains incubateurs offrent un appui financier comme le paiement des études de marché, d'études d'antériorité ou de dépôt de brevets sous la forme d'avances remboursables en cas de succès ou de prêt d'honneur. Des projets d'incubateurs sont déjà conçus sur papier en RDC mais attendent de voir le jour. Comme il fallait s'y attendre, un arrêté tripartite a été signé entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministère des Transports et Voies de Communication ainsi que celui des Finances. Il porte sur la révision à la hausse du prix des transports en commun suite à la 3e révision du prix du carburant à la pompe et à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Le prix de la course en taxi passe officiellement de 500 francs congolais à 600 ou 650 francs congolais selon les itinéraires et types de moyens de transport utilisés. Le ticket de bus, appelé communément Esprit de vie, est fixé à 700 francs congolais et les taxibus empruntant la ligne marché central Kingasani-Yasuka ou encore Kimbanseke sont fixés à 700 francs congolais. Du côté de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, qui a participé aux travaux de la commission qui a travaillé sur la nouvelle tarification, les derniers réajustements du prix des transports en commun par l'autorité provinciale remontent en 2011. Le prix du carburant a plusieurs fois augmenté sans que le gouvernement provincial de Kinshasa ne puisse accéder aux pressions des chauffeurs. Du côté de l'organisation de défense des droits des consommateurs, cette situation ne se justifie pas du fait qu'en 10 ans, le prix du carburant n'a augmenté que de 10%, alors que l'augmentation des tarifs de transport en commun est à hauteur de 40%. Cette organisation a exprimé également sa déception au regard des propos que le ministre d'État en charge de l'économie, Joseph Kapika, a tenu publiquement le 19 mars dernier, assurant la population congolaise en général et quinoise en particulier que la hausse du prix du carburant n'aurait pas d'impact sur le prix de transport en commun. Le nouvel de cours des principales matières premières sur le marché international au 2e fixing du samedi 5 mai 2018 dans cet élément signé Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga. Contrairement à la semaine dernière au cours de laquelle presque les cours de la majorité des matières premières étaient au rouge, cette semaine, tous sont presque au vert. Le baril du pétrole sur le marché de Londres s'est négocié à 74,98 $ américains en hausse de 1,76% contre 69,78 $ américains, le même baril sur le marché américain en hausse lui aussi de 1,84%. La même hausse se poursuit du côté produits miniers dont la tonne du cuivre s'est négociée à 6791,75 $ américains, soit une hausse de 1,26%. La tonne du cobalt, quant à elle, est restée à 88 500 points. La tonne du métal jaune a coûté 1312,70 $ américains en hausse de 0,69%. Enfin, pour les céréales, la tonne du maïs a coûté 399 $ américains, soit une hausse de 0,69%. Seul le riz qui a baissé de 0,59%, se négociant à 12,68 $ américains, et la tonne du blé a coûté 528 $ américains en hausse de 0,33%. Restons dans le sillage des marchés boursiers de matières premières où la RDC est comptée parmi les grands pays producteurs de métaux tels que le cuivre, le cobalt, le zinc et autres. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les opérateurs miniers déclarent chaque année soit une perte ou soit 1%? Notre confrère Ruben Mayoni a posé la question à l'ingénieur métallurgiste et de mine Léonide Moupépélé au cours d'une des productions de l'agence Galaxy Media.
c'est vrai. Moi, je connais des entreprises qui étaient partenaires de la Gécamine sur un contrat qui durait, je crois, 10-15 ans, qui ont commencé l'exploitation jusqu'au moment où ils ont fermé et qu'ils ont retourné les gisements à la Gécamine et n'avaient jamais déclaré de bénéfices. Toujours des pertes. Mais c'est de bonne guerre. Moi, j'ai été dans une entreprise minière. Toute notre intelligence était, en tout cas, pas moi, mais ceux qui étaient à la comptabilité, tout ça, cette intelligence était utilisée pour essayer de faire en sorte que les bénéfices soient cachés. C'est clair. Donc, c'est aux régies financières de débusquer l'animal qui est caché, aller chercher les gibiers où est-ce qu'il est, là où il est caché, le sortir de là, et c'est cela, c'est toutes les techniques qu'il faut apprendre. Et c'est pour ça que moi je pense que les régies financières, bon, c'est déjà le cas avec la DGRAT qui travaille avec le ministère des Mines, ils travaillent en collaboration. Il y a des missions conjointes, il y a des missions conjointes où les gens, les agents de l'administration des mines s'occupent des aspects, j'allais dire métallurgiques, c'est-à-dire calculer les stocks métal, tandis que les agents de la DGRAT s'occupent plutôt de l'aspect proprement fiscal. Mais c'est une bonne combinaison. J'aurais souhaité qu'au niveau de la DGI aussi, notamment pour vérifier le chiffre d'affaires, parce que c'est de là où tout part. Lorsque le chiffre d'affaires est minoré, il est sous-déclaré. Ah, mais évidemment, tout le reste s'ensuit. Ils ont plusieurs leviers dont se servent les miniers pour minorer les chiffres d'affaires et faire en sorte que, pas seulement les chiffres d'affaires, mais aussi, de façon générale, faire apparaître un certain nombre de chiffres dans les bilans qui font que finalement, au lieu de sortir avec un profit, on sort avec... Normalement, par le temps qui court, avec un cuivre qui frôle les $7 000 la tonne, avec du cobalt qui est à, allez, on va être gentil, $90 000 la tonne, eh bien, on devrait être en bénéfice. Toutes les entreprises minières du Katanga devraient être en bénéfice. Mais, vous verrez que cette année encore, en dépit. Bah oui. J'aurais souhaité que les gens... C'est pour ça que il y a un certain nombre de compatriotes qui pensent que, au lieu de pouvoir créer toute une série d'impôts et des taxes qui font que finalement la perception devient trop compliquée, on se convient avec les miniers, on dit, écoutez messieurs, vous venez, vous investissez dans notre pays, 30% de votre chiffre d'affaires, ça nous appartient. Vous prenez 70%. Qu'est-ce que vous en faites? Nous, on s'en fout. Ou bien vous dites 40% du chiffre d'affaires nous appartient, les 60% c'est à vous. Et je parle du chiffre d'affaires, où on dirait même, c'est-à-dire chiffre d'affaires égale exportation. 30% de nos exportations, normalement, moi je dirais pour être honnête, ça devrait se situer autour de 35%. Parce qu'en période de vaches grasses comme pour l'instant, eh bien, moi je pense qu'ils couvrent largement leur charge d'exploitation avec maximum 40% de leur recette de vente. Et tout le reste, c'est dans le bénéfice. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé.
Actualité internationale à présent, mise en examen pour corruption d'argent public étranger, complicité d'abus de confiance et de complicité de faux dans une enquête sur les conditions d'attribution des concessions publiques en Afrique de l'Ouest. L'homme d'affaires français Vincent Bolloré a écrit une tribune au journal du dimanche intitulée « Faut-il abandonner l'Afrique ?» Le groupe Bolloré, en plus de ports en Afrique de l'Ouest, en contrôle en Afrique centrale comme le port autonome de Pointe-Noire qui dessert également la ville de Kinshasa de plus de 10 millions d'habitants actuellement. Elle en comptera 15 millions en 2025 et reste un objectif pour le port de Pointe-Noire car la RDC avec Boma et Matadi ne compte pas de port en eau profonde. D'où l'intérêt de la RDC de construire son port en eau profonde à Banana. Une délégation américaine de très haut niveau a entamé le jeudi 3 mai 2018 à Pékin de pourparlers pour tenter de désamorcer la guerre commerciale avec la Chine. Cependant, les deux parties ont averti qu'un accord définitif entre les deux puissances serait dans l'immédiat difficile à trouver. Le déficit commercial entre la Chine et les États-Unis d'Amérique est de 375,2 milliards de dollars américains en défaveur de l'oncle Sam. Jetons à présent un regard sur le comportement de coûts de denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de la ville de Kinshasa au samedi 5 mai 2018. Philo Cholet Bapeke. Voici les prix des denrées alimentaires de grande consommation au cours de la semaine du lundi 30 avril au samedi 5 mai 2018 sur le principal grand marché de Kinshasa. Concernant les riz, un sac de 25 kg a connu une légère hausse, passant de 31 600 francs congolais la semaine dernière à 31 800 francs congolais ce week-end. La même tendance haussière est également constatée au marché central où le prix de ces mêmes sacs du riz est passé de 31 630 francs congolais à 31 900 francs congolais. Même tableau au marché Zigida où le prix est passé de 32 000 francs congolais à 32 330 francs congolais. Stabilité de prix à 32 200 francs congolais par contre au marché Gambela. S'agissant de l'huile végétale, un bidon de 5 litres qui coûtait 11 000 francs congolais se vend actuellement à 11 500 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Il se vend à 12 900 francs congolais au marché central, 12 500 francs congolais au marché Zikida et 13 300 francs congolais au marché Gambela. Du côté produits secs, les manioc a connu une baisse passant de 65 000 francs congolais à 58 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, le sac de manioc moyen a coûté 62 000 francs congolais. Au marché Zigida, les sacs en provenance du Congo central se vendent à 63 000 francs congolais et stabilité des prix au marché Gambela où les sacs de foufou est resté au même prix de 60 000 francs congolais. Quant à la viande, un carton TS 10 kg a connu une hausse au marché de la Liberté. Il est passé de 92 000 francs congolais à 95 000 francs congolais au marché central. Il se négocie à 89 000 francs congolais. Au marché Zigida, le même produit TS 10 kg a valu 89 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 87 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec les poulets, dont les cartons de marque Wilkie poids 12 a connu une légère hausse passant de 64 500 francs congolais la semaine dernière à 64 800 francs congolais ce week-end. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, il s'est vendu à 66 500 francs congolais. Stabilité par contre au marché Zigida où le prix est resté inchangé à 66 000 francs congolais d'une semaine à l'autre et 64 500 francs congolais au marché Gambela. Il est à remarquer que la majorité des articles de grande consommation ont augmenté des prix au même titre que les coûts du transport en commun consécutifs à la hausse du prix du litre de carburant à la pompe qui a un impact direct sur les prix de biens et services. En rapport justement avec l'évolution des prix sur le marché influencé la semaine dernière par la hausse du coût du litre de carburant à la pompe, l'Institut national de la statistique INES a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 30 avril au 5 mai 2018. Le point avec Muriel Makiese Loutina.
L'inflation hebdomadaire du 30 avril au 5 mai 2018 est de 0,242% au niveau national et 0,205% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,955% au niveau national et 4,310% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 11,858% au niveau national et 12,966% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 46,697% au niveau national et 43,760% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des services de transport, des légumes, des poissons et des céréales. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Taux de change à présent, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 4 mai 2018 un dollar américain à 1618,77 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1935,40 francs congolais, un franc CFA à 2,9 francs congolais, pendant qu'au samedi 5 mai 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais les billets verts dans la plupart des communes de la capitale, avec comme pic 1637 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la devise américaine s'est négociée à 1623 francs congolais et 1625 francs congolais à Bwende, dans la province de la Chuapa. À Kikwit, dans la province du Kwilu, $1 valait 1630 francs congolais. En Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le roi dollar pouvait s'obtenir à 1600 francs congolais. À Bunia, dans la province du Touri, le billet vert s'est négocié à 1632 francs congolais. Pareil à Kolwezi, dans le Lualaba. Enfin, le pic à l'intérieur du pays a été observé à Kisangani, dans la province de la Chopo, où le dollar américain s'est négocié à 1635 francs congolais. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Merci aussi à Étienne Kumba, Priska Sekana et Muriel Makiese qui ont concouru à la bonne réalisation de cette émission. Au revoir et à la prochaine.